Dans cette dernière vidéo, nous allons aborder l'abandon de l'étalon or, c'est-à-dire ce système monétaire mondial qui a été à l'origine d'une très grande croissance économique, notamment au XIXe siècle. Et nous allons voir quelles sont les implications pour le système financier et pour la liberté économique de cet abandon qui a eu lieu au XXe siècle, en 1971. La monnaie est un outil fondamental de coordination humaine. On pourrait dire presque que c'est une matrice de civilisation. Or, en passant d'un système basé sur l'or à un système de monnaie fiduciaire contrôlé par les banques centrales, qu'est-ce que nous avons perdu ? Quelles sont les conséquences et en quoi l'émergence d'une monnaie alternative comme Bitcoin représente-t-elle un espoir pour l'avenir ? Alors je le disais, la monnaie, matrice de civilisation. Quand on regarde un petit peu l'histoire, au départ, on n'avait pas de monnaie, il y avait du troc. Le troc, c'est le système le plus archaïque, et c'est un système, en effet, qui touche très vite ses limites, parce que on appelle ça la double coïncidence des besoins. Par exemple, si moi j'ai des oranges et que je veux des pommes de terre, il faut que je trouve quelqu'un qui a des pommes de terre et qui veut des oranges, sinon l'échange ne peut pas se faire. Et en plus de ça, il va falloir que je stocke mes pommes de terre ou mes oranges, mais je ne peux pas le faire très longtemps. Je peux difficilement épargner. Il y a tout un tas, au fond, de difficultés liées au caractère périssable, en fait, par exemple, des denrées. L'avantage de la monnaie, c'est qu'elle permet de conserver la valeur, de la transporter dans le temps, finalement, de la garder pour le futur. Et donc, c'est ce qui va permettre le développement à très grande échelle du commerce et de la prospérité. Donc, non seulement elle permet l'épargne, un moyen de conserver la valeur dans le temps, mais elle rend possible aussi la spécialisation du travail et les gains à l'échange. Et donc, finalement, sans monnaie, la civilisation moderne, c'est-à-dire une civilisation avec des échanges à très grande échelle, eh bien cette civilisation serait impossible. C'est d'ailleurs pourquoi les anarchistes de gauche, par exemple, anarcho-communistes, eh bien leur rêve totalement romantique de vouloir créer un monde sans argent, en fait, est voué à l'échec. Dans l'histoire, c'est l'or qui s'est progressivement imposé comme l'étalon mondial de référence. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une monnaie dure, difficile à produire, coûteuse à falsifier, et donc sa rareté naturelle et sa durabilité en ont fait une monnaie qui a été élue par le marché et qui, de fait, a été la plus fiable à travers l'histoire. Je vous cite Ludwig von Mises dans L'Action humaine qui dit « L'étalon or a été l'étalon mondial au temps du capitalisme, de l'accroissement du bien-être, de la liberté et de la démocratie. Il a porté l'industrie, le capital et la civilisation occidentale dans les coins les plus reculés de la planète, créant des richesses inconnues jusqu'alors. » Donc on a tendance à négliger ou tout simplement à occulter le fait qu'un système économique est très dépendant de sa monnaie, et que donc le grand succès du système économique occidental capitaliste a été dû notamment à l'or, à l'étalon or. Donc l'or a été élu par le marché comme la monnaie la plus fiable, la plus durable et la moins manipulable. L'histoire montre que lorsque les individus peuvent choisir librement leur monnaie, ils ont tendance à privilégier l'or. Mais l'étalon or ne plaît pas nécessairement à tout le monde, et on va voir que pour les élites notamment, eh bien c'est une véritable contrainte. C'est une contrainte fiscale parce que les gouvernements sont obligés de financer leurs dépenses par l'impôt. Si l'étalon or existe, alors on ne peut pas faire de la création monétaire et donc de produire de la monnaie par la planche à billets de manière infinie. On est limité par la quantité d'or qu'on a dans nos réserves. C'est donc une limitation pour le pouvoir politique. Il restreint la capacité des banques centrales à financer la croissance de l'État-providence. Et c'est pourquoi, dès 1923, Keynes déclarait « En vérité, l'étalon or est déjà une relique barbare ». On a fait une vidéo sur Keynes, on a vu que la préconisation de Keynes, c'est de stimuler la croissance. Et pour stimuler la croissance, eh bien, il faut dépenser et il faut ouvrir le robinet du crédit. Donc, chose que l'étalon or ne permet pas.
Et donc, pour les keynésiens, l'abandon de l'étalon or donne au gouvernement la flexibilité nécessaire face aux crises, c'est-à-dire la capacité de faire de l'inflation, c'est-à-dire d'augmenter la masse monétaire pour justement stimuler cette croissance. Que s'est-il passé au XXe siècle ? Déjà, pendant la guerre 14-18, on avait abandonné en partie l'étalon or pour pouvoir financer l'effort de guerre, et puis on y est revenu, mais après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place un système qui s'appelle le système de Bretton Woods et qui repose sur l'or, mais avec un privilège accordé au dollar comme seule monnaie convertible en or. Alors, ce système va fonctionner pendant un certain temps, mais il va finir par inquiéter les autres pays qui doivent disposer donc de dollars pour pouvoir les convertir en or, et voient effectivement qu'avec la guerre du Vietnam, avec les déficits américains de plus en plus importants, se disent que le dollar va se dévaluer, va perdre sa valeur, et donc vont vouloir convertir leur dollar en or. Et cela va pousser, en 1971, le président américain Nixon a annulé sa promesse de convertibilité du dollar en or, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'or dans les caisses, en tout cas il n'y a plus assez d'or pour financer les montants énorme de dépenses. Et donc, à partir de cette décision du 15 août 1971, la monnaie devient, d'abord le dollar, mais ensuite ce sera la même chose pour les autres monnaies, la monnaie devient entièrement fiduciaire, c'est-à-dire c'est une monnaie papier, ça n'est plus une monnaie qui est reliée à une marchandise, à une commodité comme l'or. Après 1971, l'argent va passer complètement sous le contrôle des banques centrales et Nixon aurait déclaré « Nous sommes tous keynésiens aujourd'hui ». Quelles sont les conséquences de cet abandon de l'étalon or ? On pourrait ici écouter ce que disait Alan Greenspan, ancien président de la Banque fédérale américaine, la Fed, pour qui l'étalon or est incompatible avec l'endettement étatique et le financement de l'État-providence. Alors voilà, voici ce qu'il dit. « J'ai toujours nourri de la nostalgie pour la stabilité des prix inhérente à l'étalon or, mais j'ai depuis longtemps admis que l'étalon or ne s'accommode pas aisément de l'opinion dominante sur la fonction d'un gouvernement, notamment le devoir d'assurer un système de sécurité sociale. » Autrement dit, Alan Greenspan, qui d'abord à l'origine était plutôt un disciple d'Ayn Rand et donc un partisan de l'étalon or, il accepte de prendre la présidence de la Banque centrale américaine en justifiant sa décision par le fait que il obéit à la volonté du peuple américain. Le peuple américain veut la sécurité sociale, il veut que l'État dépense pour le bien-être. Cela n'est possible que si nous abandonnons l'étalon or et que nous puissions dépenser sans limite. Alors pour Jacques Rueff, dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente, l'abandon du précieux métal est une erreur qui ne peut que provoquer une baisse continue du pouvoir d'achat, s'accompagnant d'une baisse du niveau de vie, d'une augmentation des inégalités et d'une instabilité économique. Donc lui, il est très lucide sur le fait que les avantages qu'apporte l'étalon or ne seront jamais compensés en fait par les avantages de l'État-providence. Il considère que sans une monnaie saine, il n'y a pas de prospérité possible. C'est le point de vue également du général de Gaulle, qui fut inspiré et conseillé par Jacques Rueff. En 1965, dans une conférence célèbre, qu'on trouve d'ailleurs sur YouTube, il proposait un retour à l'étalon or, affirmant que l'or est tenu éternellement et universellement comme la valeur inaltérable par excellence. Quelques années après, en 1976, Hayek publie un livre sur la monnaie qui s'intitule « Pour une vraie concurrence des monnaies », mais en anglais, le titre dit la dénationalisation de la monnaie, c'est-à-dire il propose un marché monétaire privé, sans contrôle, sans monopole de l'État. Pour lui, l'instabilité de l'économie de marché résulte directement du fait que la monnaie est contrôlée par l'État. Cela résulte du fait que la monnaie, qui est au fond le plus important mécanisme du marché, n'est plus
le fruit d'un processus de marché, c'est-à-dire d'une concurrence. Alors je le cite, « Tant que nous n'aurons pas restauré une situation dans laquelle les gouvernements savent que s'ils dépensent trop, ils seront incapables de satisfaire à leurs obligations, il n'y aura aucune pause dans le processus qui menace d'étouffer l'initiative individuelle. » Autrement dit, quand l'État détient le monopole de la monnaie, eh bien, il peut dépenser sans compter. Et ainsi, il tient en quelque sorte les citoyens sous son contrôle. Le seul moyen d'échapper à cela, eh bien, c'est de retirer à l'État le contrôle de la monnaie et de confier au marché le processus de la création monétaire. Par conséquent, il faudrait envisager ce qui a existé par le passé, une concurrence entre les banques, chaque banque étant capable de produire sa propre monnaie et laisser ensuite le marché décider laquelle est la bonne. Et près de 50 ans après la publication de ce livre de Hayek, eh bien, Bitcoin est apparu sur le marché comme justement une monnaie alternative, une monnaie concurrente du dollar et de l'euro, qui propose une alternative décentralisée au système des banques centrales. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est que cette monnaie décentralisée, produite par le marché, eh bien, incarne la vision de Hayek. Alors, quelles sont les caractéristiques de Bitcoin? Eh bien, d'abord, sa limite d'émission fixe à 21 millions d'unités. C'est une garantie contre l'inflation et contre l'arbitraire des régulateurs, contre la planche à billets. Et ça représente déjà en soi un retour au principe de la discipline monétaire que les talons or imposaient autrefois. Par ailleurs, on pourrait aussi ajouter le fait que Bitcoin est une monnaie qui est incensurable, ou en tout cas difficilement censurable, et que par conséquent c'est une protection contre les abus de la surveillance et de l'intervention de l'État. Alors, les banques centrales ont tué l'or comme étalon monétaire pour pouvoir dépenser sans limite, on l'a dit. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, Bitcoin est la monnaie qui pourrait tuer les banques centrales. Et c'est ce que on peut souhaiter de mieux, au fond, un retour à la prospérité, à la liberté, grâce à une monnaie saine, ou en tout cas grâce à une concurrence entre les monnaies sur un marché libre.